sont ouverts, d'où le lancement officiel ce jeudi à Banakabougou des travaux de curage des collecteurs et caniveaux dans le district de Bamako. On y retient cet appel vibrant du Premier ministre à l'endroit de ses concitoyens. Le général de division Abdoulaye Maïga exhorte chacun à faire de son possible pour que la saison des pluies 2025 ne soit pas une saison de larmes, mais une saison de renouveau et de vie. Mamari Kone et Aliou Touré nous en parlent. Les Maliens gardent un mauvais souvenir des inondations de l'année 2024. Des inondations qui ont fait d'énormes dégâts et des pertes en vies humaines. Cette année, le gouvernement prend le taureau par les cornes en lançant le curage de tous les caniveaux et collecteurs de la ville de Bamako. C'est à Banakabougou, en commune 6 du district de Bamako, que le chef du gouvernement préside la cérémonie de lancement. Face à cette urgence, le gouvernement, à travers notre ministère, en collaboration avec les collectivités, les partenaires et les communautés, engage chaque année d'importants travaux de curage. Pour l'année 2025, le programme prévoit 131 073 mètres linéaires de collecteurs à curer, soit une hausse de 26,9% par rapport à 2024. Et 235 365 mètres linéaires de caniveaux en augmentation de 3,91%. L'ensemble de ces interventions couvrira les 6 communes du district de Bamako, avec un taux de satisfaction de 87,71% contre 60,81% en 2024. Le budget global est de 2,66 milliards de francs CFA, financé conjointement par l'État via le budget spécial d'investissement et par la Banque mondiale à travers le projet de résilience urbaine de Bamako, communément appelé PRUBA. Tous les déblais seront évacués vers la décharge finale de Moubougou sous le contrôle rigoureux des bureaux de supervision agréés. En complément des efforts consentis, le département en charge de l'assainissement, en partenariat avec les collectivités, a organisé le concours quartier propre en vue de réduire significativement la présence des déchets solides dans l'espace public. En présidant la cérémonie de lancement, le Premier ministre a salué l'engagement exemplaire du président de la transition en faveur de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie des Maliens. Nous sommes réunis aujourd'hui avec un objectif clair et vital, un chantier qui symbolise bien plus que des travaux. Il s'agit d'une action concrète, urgente et déterminée pour protéger les vies, prévenir les inondations et restaurer des infrastructures devenues critiques. Les collecteurs, caniveaux et marigots qui traversent notre capitale depuis les collines jusqu'au fleuve Niger jouaient autrefois un rôle naturel d'évacuation des eaux. Aujourd'hui, ils sont bouchés par des déchets, envahis par des constructions illégales et sont surtout victimes d'un incivisme persistant. Chaque pluie devient alors une menace, chaque orage un risque d'inondation et ce constat est inacceptable. Ce que nous lançons aujourd'hui est un effort collectif pour redonner à ces voies d'eau leur rôle vital. C'est une opération de salubrité, de sécurité et de résilience. En nettoyant ces collecteurs, en libérant les marigots et leurs servitudes, nous faisons un pas décisif vers une ville plus propre, plus sûre et plus viable. Préserver notre environnement, c'est protéger notre vie même. Préserver notre environnement, c'est aussi garantir un avenir stable et sain à nos enfants. L'environnement n'est pas un simple décor de notre quotidien, il en est le socle. L'urbanisation rapide et désordonnée, le manque d'entretien des infrastructures et l'incivisme en matière de gestion des déchets sont autant de facteurs qui aggravent notre vulnérabilité. Il est temps, dira le chef du gouvernement, que chacun à son niveau s'engage pleinement, car l'assainissement n'est pas un luxe. Il est un droit et un impératif de justice sociale. C'est pourquoi il faut, dira-t-il, interdire et sanctionner l'occupation illégale des servitudes, éduquer les citoyens à une gestion responsable des déchets et appliquer les règles d'aménagement urbain. L'assistance a eu droit à une prestation du Nyogolon sur la salubrité du cadre de vie. Cette prestation met en exergue les difficultés d'évacuation des ordures et le problème des dépotoirs.
À noter que pendant la campagne, plus de 131 000 mètres linéaires de collecteurs seront curés pour un coût de plus de 2,66 milliards de francs CFA. Et toujours avec le Premier ministre qui a poursuivi sa sortie en visite de terrain, c'était pour constater les travaux de curage des siphons et collecteurs de Missabougou. Il s'est également rendu sur le site devant abriter un ouvrage sur le pont. Ouais, encore. Retrouvons Mamari Koné et Aliou Touré. La construction d'une voie de contournement à Sébéninkourou, un quartier de la capitale particulièrement touché par les inondations lors de la dernière saison des pluies, figure parmi les réalisations prévues par le gouvernement. Cette nouvelle route est devenue une nécessité. Elle permettra non seulement de prévenir les inondations récurrentes dans la zone, mais aussi de désengorger la circulation dans cette partie très peuplée de la capitale. En attendant la construction de la voie, le gouvernement entend réaliser un ouvrage sur le Ouéouéankou. À travers cette visite du terrain, le chef du gouvernement veut voir là où sera confectionné l'ouvrage. L'année dernière, la saison pluvieuse de 2024 a été une saison surabondante. Donc les plus hautes autorités ont voulu venir au secours de la population parce que bientôt la saison des pluies 2025, on a réuni les services techniques au niveau des départements ministériels, c'est-à-dire il y a les ministères en charge des domaines, les ministères des transports et des infrastructures, les ministères de l'énergie et de l'eau, les ministères de l'environnement. Ces services techniques ont pu identifier une voie de contournement. Donc cette voie de contournement va être réalisée d'ici la saison des pluies à venir. C'est-à-dire on va réaliser un pont métallique temporairement et ensuite la voie va être réhabilitée pour pouvoir donner un autre accès aux populations qui se trouvent derrière les Ouéouéankou. Après Sébéninkourou, le Premier ministre est rendu à Missabougou pour voir l'état d'avancement des travaux de curage des siphons et le collecteur sur la voie d'accès de Sabalibougou-Krouani. Le chef du gouvernement, qui était accompagné par plusieurs membres du gouvernement, a pu constater l'obstruction du collecteur et des siphons. Cette année, plusieurs instructions nous ont été données par le chef de l'État. La première instruction, la plus symbolique, c'est d'intégrer la dimension anticipation dans les activités et les travaux du comité interministériel de gestion des crises. Donc, depuis le mois de janvier, je pense que nous avons tenu plusieurs réunions avec les départements ministériels concernés. Ensuite, le diagnostic sommaire a été fait et bien entendu des solutions ont été proposées. Parmi les solutions les plus urgentes dans un premier temps, bien entendu, c'est de continuer à curer les caniveaux, aussi bien pour Missabougou et dans d'autres quartiers du district de Bamako. Ensuite, en particulier pour Missabougou, vous avez vu que la problématique est profonde et assez complexe. Je pense que Madame le ministre des Transports a commandité une étude beaucoup plus globale en fait, pour nous proposer vraiment une solution d'envergure. Mais en attendant, la solution urgente, c'est le curage des caniveaux. Ensuite, concernant Sébéninkourou, le pont de Ouéouéankou que nous avons visité ce matin, et l'année dernière, nous avons assisté impuissants aux difficultés que les populations ont connues. Et difficultés, à cela s'ajoute bien entendu l'impossibilité pour les secours d'aller de l'autre côté, parce que le pont était devenu totalement inaccessible. Ce que nous proposons cette année, c'est de mettre en place un ouvrage provisoire en attendant d'avoir vraiment un pont en bonne et due forme. Je pense que là encore les études ont été lancées. Ceci dit, il est important de souligner que tout ce que nous entreprenons dans le cadre de la prévention des inondations vont au-delà des efforts seuls du gouvernement. Il est très important que les populations s'impliquent. Les questions d'assainissement nécessitent l'implication de toute la population. La mise en œuvre de ces travaux permettra d'améliorer le drainage des eaux du collecteur principal de Missabougou vers le fleuve Niger tout en réduisant le temps d'évacuation des eaux du collecteur. Il est prévu la construction d'une structure de transformation des déchets à Noumoubou, donc la décharge finale. Parce que ce à quoi nous assistons en vérité, derrière il y a un problème de recyclage. Nous n'avons pas de système de recyclage. Le système initial à Noumoubou, ce qui a été prévu, c'est de faire de l'enfouissement. Et on voit qu'à chaque fois, à Bamako, malheureusement, il y a toujours beaucoup plus de déchets. Mais je pense qu'avec la transformation et la destruction des déchets, pour les transformer soit en gaz ou en électricité, je pense qu'il y a de fortes chances, en tout cas, que les questions d'assainissement à Bamako, dans le district de Bamako,
pour qu'on puisse connaître vraiment un début de solution très importante. Et ceci dit, je ne saurais terminer sans formuler des vœux au nom du chef de l'État. Je pense que le premier vœu, c'est d'abord de prier pour le repos des âmes des victimes des inondations de l'année dernière et prier le bon Dieu que la saison des pluies de cette année se déroule sans anicroche dans de bonnes conditions. Le financement des travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour la prévention des inondations dans le district de Bamako est assuré par le budget national. Et si nous poursuivons avec le Premier ministre qui présentera demain, vendredi 16 mai, devant le Conseil national de transition, le plan d'action du gouvernement pour la période 2025-2026. Depuis l'annonce de la présentation, quelle ambiance plane-t-elle à la primature? Mamari Kone Aliou Touré nous précise qu'il n'y a pas de repos pour les membres des cabinets. Ils font tout pour que l'exercice se déroule dans les conditions normales. Je vous invite donc à voir ensemble les préparatifs de ce rendez-vous d'envergure pour le général de division Abdoulaye Maïga. La présentation du plan d'action du gouvernement au Conseil national de transition est la dernière étape d'un processus qui a commencé il y a quelques mois. Après sa validation en Conseil des cabinets et son approbation en Conseil des ministres, il est soumis à l'examen de l'organe législatif de la transition CNT. Cet exercice républicain vise à obtenir le quitus du Conseil national de transition avant la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement 2025-2026. La participation des secrétaires généraux et des membres des cabinets ministériels traduit la volonté du gouvernement de faire de ces plans concertés un outil stratégique avec en ligne de mire les priorités des autorités de la transition sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le Premier ministre et chef du gouvernement déclinera donc devant le CNT les actions phares prévues. La réunion de ce matin s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la journée de présentation du plan d'action du gouvernement 2025-2026 au CNT par Monsieur le Premier ministre. En prélude à cette présentation, il était nécessaire quand même de rencontrer les deuxièmes responsables des départements ministériels, l'ensemble des secrétaires généraux, pour échanger sur l'organisation technique et matérielle de la journée des débats. Après la présentation du document ce vendredi 16 mai par le général de division Abdoulaye Maïga, les débats sont prévus le lundi 19 mai. Au niveau du Centre international des conférences de Bamako, CICB, où se tiendra la cérémonie, toutes les dispositions sont prises pour son bon déroulement. Et pour permettre aux Maliens de suivre en temps réel cette présentation du PSG au CNT et les débats, l'Office des radios-télévisions du Mali au RTM a déployé tous les moyens en vue d'assurer sa retransmission sur son réseau synchronisé et sur les plateformes digitales. Et dans ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2025 en cours, une séance plénière se tiendra demain vendredi 16 mai 2025 et jour suivant. Le projet d'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Présentation et examen du plan d'action du gouvernement 2025-2026. 2. Communication, mise en place terminée à 8h30. La séance va débuter le vendredi 16 mai 2025 à partir de 9h et se poursuivra le lundi 19 mai 2025 à partir de 9h dans la salle Djili Baba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako CICB. Vous pourrez suivre la retransmission en direct et en intégralité, la présentation et les débats sur les antennes de l'ERTM et la radio du Parlement sur 89.4. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la présence effective de tous. Série d'audiences au Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'était avec le collectif des travailleurs contractuels de l'Institut des hautes études et des recherches islamiques de Tombouctou et l'association des secrétaires assistants et attachés de direction du Mali. Le compte rendu de ces audiences est avec Tchemoro Konati. 20 mois sans salaire. Le collectif des travailleurs contractuels de l'Institut des hautes études et des recherches islamiques de Tombouctou sort de son silence. À la rencontre du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel ce jeudi, les membres de l'organisation s'inscrivent dans une démarche pédagogique de recherche d'une solution pacifique. Nous sommes payés sur le fonctionnement, la ligne fonctionnement de l'Institut Ahmed Baba. Donc depuis 2024, le ministère de l'économie et des finances
a demandé à ce que les contracteurs ne soient plus payés sur cette ligne-là. Donc je pense qu'en gros, nous souffrons de ce problème. Est-ce que vous avez pu avoir un écho favorable auprès du président du Conseil économique? Il nous a écoutés avec ses membres, ils nous ont rassurés. Autre audience, et non des moindres au sein de l'institution, celle accordée à l'association des secrétaires, assistants et attachés de direction du Mali. Les membres de ce mouvement sont venus informer le président Yacouba Katile de la tenue prochaine d'une rencontre à dimension africaine qu'il se propose d'organiser. La rencontre en question est prévue du 24 au 28 novembre prochain ici à Bamako et verra la participation de 17 pays. Nous aurons une conférence inaugurale qui portera sur l'intelligence artificielle, l'impact des réseaux sociaux sur le travail des secrétaires. Au lieu de se former, de chercher à se former ou bien de s'occuper de son travail, elles sont sur les TikTok et aux heures de service. C'est très très désagréable. Aussi, les membres de l'association se proposent-ils de revisiter les règles d'éthique et de déontologie, histoire d'outiller davantage les participants à se perfectionner dans l'exercice de leur profession. Un seul secrétaire peut avoir en charge plusieurs responsables, sans piétiner un ou l'autre. C'est de façon professionnelle, voir comment s'y prendre, de gérer l'agenda à temps, gérer les rendez-vous, gérer le courrier. À l'issue de cette série d'audiences, chacune des parties manifeste un sentiment de satisfaction et de devoir accompli. Bamako abrite depuis ce jeudi la réunion des directeurs généraux des administrations douanières de l'AES, une rencontre qui vise à harmoniser les procédures douanières pour un commerce fluide et sécurisé dans notre espace commun. Les directeurs généraux, à leur tour, vont examiner et analyser les recommandations issues de la réunion des experts afin de sortir des textes juridiques comme vecteur d'intégration économique réussie de la Confédération. Tamsir Diabati. Les soldats de l'économie en revue de troupes témoins et acteurs clés pour la bonne marche de la Confédération des États du Sahel AES. Bamako ouvre ainsi ses portes aux directeurs généraux des douanes de l'espace confédéral. Une volonté affichée des trois chefs d'État à faire des administrations des douanes un modèle d'intégration économique. Cela s'appelle transformer les défis en opportunités, au grand bonheur des peuples de l'AES. Les États et les peuples de la Confédération des États du Sahel comptent sur leurs administrations douanières pour une union douanière des peuples, pour plus d'intégration de leurs économies, pour booster leur développement à travers l'harmonisation des textes et procédures, l'assistance administrative mutuelle, la lutte contre les trafics illicites et la criminalité transnationale. Les défis sont certes immenses, mais je ne doute pas de votre engagement pour les relever. C'est pourquoi je vous engage à accélérer la réalisation de l'architecture juridique nécessaire en vue de l'harmonisation des procédures douanières et d'échange d'informations pour l'atteinte des objectifs que se sont fixés les plus hautes autorités de notre espace. Permettez-moi de vous transmettre les salutations fraternelles du président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, ainsi que celles du gouvernement et du peuple malien aux plus hautes autorités du Burkina Faso et de la République du Niger, particulièrement leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré et le général d'armée Abdourahmane Tchani. À l'agenda des 2 jours de travaux, les directeurs généraux valideront les textes juridiques proposés par les experts, des instruments qui institutionnalisent le prélèvement confédéral en lien avec l'harmonisation des procédures douanières. En tout cas, les directeurs généraux entendent imprimer une nouvelle dynamique à la coopération douanière. En somme, les soldats de l'économie s'inscrivent dans la logique de la montée en puissance juridique de l'écosystème des douanes de l'AES. Ce sont des réflexions stratégiques que nous menons sur la base d'orientations qui ont été données par les 3 chefs d'État de la Confédération
pour nous permettre de bâtir une confédération sur le plan déjà juridique, mais surtout pour faciliter la circulation des marchandises, des biens et des personnes. Et toute intégration commence d'abord par une facilitation des échanges. Nous sommes en train de nous atteler sur justement la mise en œuvre, donc l'élaboration et la mise en œuvre d'un code des douanes, des procédures relatives à la simplification, à l'harmonisation de certaines pratiques. Déjà, il y a des projets de texte sur le nouveau code des douanes, sur les règles d'origine, sur également l'assistance administrative mutuelle entre les 3 administrations membres, mais aussi réhabiliter la profession de commissionnaire en douane agréé. Avec la confédération de l'AES, nous évoluons dans une autre union douanière. Et dans cette union douanière, très sincèrement, l'un des piliers essentiels, c'est vraiment le pilier douanier. Et le pilier douanier comporte beaucoup d'aspects d'harmonisation. Et c'est pour cette raison que dès la signature du traité, les DG se sont réunis immédiatement. À l'ouverture des travaux, les participants ont reconnu et salué le leadership de l'inspecteur général Amadou Kodaté, non moins vice-président de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et sous le rythme de la Kora, les 21 cordes chantent l'AES dans une civilité sahélienne. Audience à la primature nigérienne, le directeur en charge de partenariats multilatéraux et des programmes pays au programme alimentaire mondial, reçu par le Premier ministre Amsatou Mahamadou et Yazir Abiou pour le compte-rendu. Au cours de cette audience, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a échangé avec le directeur en charge des partenariats multilatéraux et des programmes pays du programme alimentaire mondial PAM sur le mécanisme de soutien de leur institution au programme de développement du Niger. Prime Minister and with other government officials. Avec le Premier ministre, nous avons échangé de comment est-ce que on pourrait mieux soutenir le Niger dans le cadre de ses objectifs de développement. Et vous savez, le PAM, oui, nous faisons beaucoup de travail dans le cadre de l'humanitaire, mais aussi dans le cadre du vrai développement. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus avec le Premier ministre pour voir comment soutenir ces objectifs de développement qui sont aujourd'hui au cœur des priorités du pays. Il s'agit surtout pour nous de soutenir les efforts qui visent à réduire les besoins humanitaires au Niger, en se focalisant par exemple sur la restauration des terres, en se focalisant sur le développement agricole et voir comment mettre sur pied des infrastructures qui faciliteront justement la diminution de ces besoins humanitaires au niveau du Niger. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Nigériens à l'extérieur, du directeur de cabinet du Premier ministre et du conseiller du Premier ministre. 19e session de l'Organisation de la coopération islamique. Elle se tient en Indonésie. Le Burkina Faso y participe à travers une délégation conduite par le président de l'Assemblée législative de la transition du Faso. Plusieurs sujets d'actualité sont inscrits au programme des échanges et justement, le chef du Parlement burkinabé a interpellé l'organisation sur le problème du terrorisme qui mine les pays du Sahel. Ruth Ouattara pour le compte-rendu. À la tribune de cette 19e session de l'UPCI, le chef du Parlement burkinabé portait la voix du Faso pour exposer les ambitions de la gouvernance actuelle et les défis auxquels le pays est confronté. Le Burkina Faso, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de faire de la gouvernance éclairée un pilier de sa résilience. C'est pourquoi il a décidé de rompre radicalement avec les anciennes pratiques de gouvernance et d'assumer la lutte en toute souveraineté. La cause palestinienne doit rassembler certes, mais il est tout aussi impératif de porter un regard et un élan de solidarité sur le terrorisme qui met à mal les pays du Sahel membres de l'OCI. La lutte que nous menons dans l'espace AES
est un combat pour la sécurité du monde, un bien absolument indivisible. Nul pays n'est à l'abri du terrorisme. Et la lutte contre l'extrémisme devrait donc être une lutte qui concerne tous les pays. Et je voudrais rappeler à l'assistance qu'en plus des conflits à Gaza, au Yémen et au Soudan, il y a la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les perspectives s'annoncent bonnes à cet égard avec le secrétaire général de l'UPCI qui veut mobiliser les États de l'OCI autour de la question du terrorisme. Retenez bien le nom Faso Sifiso, en français, transmission des repères culturels à la jeunesse malienne. Le programme initié par le département en charge de la culture a tenu sa conférence inaugurale à l'école normale supérieure. C'était autour du thème Yeredon ou encore les repères fondamentaux de la jeunesse malienne. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres en charge de la culture, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Moussa Kamara était sur place. C'est l'amphithéâtre Kari Dambélé de l'UNSUP, ce haut lieu du savoir, qui a été choisi pour accueillir la conférence inaugurale de Faso Sifiso. Yeredon ou encore la connaissance de soi est l'une des valeurs fondamentales de notre existence. À travers Faso Sifiso, il s'agit d'inculquer à la jeunesse les valeurs culturelles maliennes. Yeredon, comme disaient les Grecs, connais-toi toi-même. Moi j'ai appuyé ça en donnant le texte original en grec. Gnoti Seoton. Oui, l'année de la culture, c'est pour se connaître, c'est pour permettre aux Maliens de se connaître, de savoir d'où ils viennent, où ils en sont et où ils vont. Il faut que l'école soit le lieu de partage, le lieu de diffusion de cette principale richesse de cette culture. Pour cela, que je tiens à remercier M. le ministre en charge de la culture d'avoir choisi de lancer cet événement ici à l'école normale supérieure. Faso Sifiso fait partie des activités planifiées par le ministère en charge de la culture en cette année dédiée à la culture. Faso Sifiso, c'est aussi un espace de discussion centré sur nos us et coutumes. Faso Sifiso était un programme socio-éducatif d'animation scolaire au niveau des groupes scolaires, des lycées et au niveau universitaire. Nous sommes là pour lancer ce programme national qui va se dérouler dans l'ensemble des régions du Mali, qui va consister à travailler sur la production et la diffusion d'outils d'art social. Mais également, nous allons créer des clubs d'adolescents d'Ambesso qui a été dicté et prôné par son Excellence le général d'armée, le président de la transition du Mali, qui nous a instruits en début de l'année et avec sa décision historique de décréter l'année 2025 comme l'année de la culture en nous demandant de travailler dans l'appropriation et surtout inculquer les valeurs sociétales du Mali à la jeunesse du Mali. La finalité recherchée à travers ce programme est d'aboutir à un Mali d'un croix, fondé sur le logiciel culturel appelé Dambé, qui est propre à notre société. Lancement à Bamako de la deuxième phase du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Djemba Moussa Konaté nous en parle. Financé à plus de 30 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD, le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali, PDRS Mali, intervient dans 50 villages des régions de Koulikoro, Nara et Nyoro. Pour une durée de 5 ans, ce projet se propose de transformer 50 villages en villages climato-intelligents, d'accroître la production agricole, de créer 2500 emplois entre autres. L'adoption de bonnes semences, des semences rustiques qui peuvent résister au changement climatique et maîtriser les informations pluviométriques. On va restaurer des terres dégradées. Nous allons construire des infrastructures hydrauliques. Pour le responsable pays par intérim de la BAD, le portefeuille actif de son institution comprend 21 projets au Mali, dont 17% pour le secteur de l'agriculture et de l'élevage.
Le projet dénommé projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel fera l'objet d'un suivi rapproché par le Bureau national de la Banque au Mali. Ce projet est financé par le groupe de la Banque africaine de développement à hauteur de 37,5 milliards d'unités de compte, soit environ 32 milliards de francs CFA, dont 21 millions de francs CFA pour le prêt, environ 10 milliards de francs pour le don, 640 millions de francs CFA pour la participation physique des bénéficiaires. Le projet de PDRS est aligné sur des politiques et stratégies régionales, agricoles et environnementales, entre autres. Je vais citer le cadre stratégique de sécurité alimentaire du SILS et le plan de soutien des Nations Unies au Sahel. Aussi, le projet est en cohérence avec la vision 2063 et la stratégie nationale d'émergence et de développement durable à l'horizon 2024 à 2034 de la plus haute autorité, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le PDRS Mali concerne 9 pays dans le Mali. Cette deuxième phase du projet entend poursuivre le développement agro-silvopastoral, consolider la mise à échelle des acquis importants du projet 1 tout en renforçant la résilience des ménages vulnérables. Rôle, place de la famille dans l'éducation des enfants, nos valeurs. C'est le thème national de la Journée internationale des familles célébrée ce 15 mai. Pour l'édition 2025, plusieurs activités sont au programme, nous disent Inaba et Julie Traoré. La célébration de la Journée internationale de la famille est une occasion unique de mettre en lumière les défis auxquels nos familles font face. C'est pourquoi il est impératif que toutes les ressources mobilisées dans le cadre de la politique familiale soient orientées vers les familles. C'est un devoir de solidarité que nous devons collectivement assumer. Un engagement à soutenir toutes les familles, y compris les plus vulnérables. Cette année, le Mali a choisi comme thème le rôle et place de la famille dans l'éducation de nos enfants à nos valeurs. Un thème qui interpelle, car l'environnement familial doit demeurer le premier cercle d'éducation et d'apprentissage de l'enfant à nos différentes valeurs. Dans le cas malien, le modèle de l'individu est celui ou celle qui s'insère le mieux dans le cadre de la grande famille. Ce que nous appelons en Bamananka Doubadé. Le contraire, l'individu qui ne se focalise que sur soi, qui ne pense qu'à la famille nucléaire, qui ne voit que l'intérêt réduit au cercle le plus immédiat, pour nous, ce n'est pas le modèle type. Le message, c'est d'inviter tout le monde à transmettre, à s'asseoir, à discuter le plus possible avec les enfants. Le département de la promotion de la femme et ses partenaires ont initié d'ambitieux programmes pour trouver des solutions à la problématique et inculquer aux enfants les valeurs sociétales telles que l'autorité parentale, la solidarité et le travail bien fait. En tant qu'institution sociale, la famille est fondée, entre autres, sur les valeurs de dignité, de tolérance, de solidarité, de cohésion sociale, de respect mutuel et de vivre ensemble. D'autres initiatives ont été prises par l'État pour renforcer le cadre institutionnel, politique et juridique de la famille malienne, notamment la politique nationale de la promotion de la famille et la création du Conseil national de la famille. À celle-ci s'ajoutent aussi des actions d'information et de sensibilisation auprès des populations à la base sur des questions de famille et de la société. La Journée internationale des familles a été institutionnalisée par l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 1993. Œuvre sociale du président de la transition, le centre de santé de référence de la commune 2 du district de Bamako, équipé de panneaux solaires. Abibatou Didkoyan Diakité et Abdoulaye Diarra étaient sur place. Après avoir doté certains grands hôpitaux du pays de panneaux solaires, la solidarité du général d'armée Assimi Goïta se rapproche des populations à travers l'électrification en solaire des centres de santé communautaires.
Dorénavant, le CCRF de la commune 2 du district de Bamako pourra fonctionner 24 heures sur 24 grâce à ses panneaux solaires d'une capacité de 600 kWh inaugurés ce 14 mai 2025. L'essentiel est que les malades soient traités à tout moment, que personne n'attende plus à cause de l'électricité. C'est ça la vision du président de la transition. Et il fera tout pour que tout le monde soit concerné par cette opération d'électrification en solaire. On aura aussi une autre opération qui va former des gens dans ces centres pour pouvoir un peu entretenir ces installations-là. Le centre de santé de référence de la commune 2 reçoit en moyenne une centaine de patients par jour. Des cas pas toujours évidents à gérer. Cette opération apporte donc un grand soulagement au sein de cette structure sanitaire. Nous, on garde la nuit, on passe la nuit dans l'obscurité. Donc souvent, on fait des accouchements avec nos téléphones. Donc on met la torche des téléphones. Vraiment, on est très heureuse. Bravo à la transition. Et si tu vois beaucoup de choses maintenant dans nos structures de santé entre les médecins ou bien les traitants et les patients, souvent c'est à cause des coupures d'électricité. Depuis l'annonce de l'arrivée de ces groupes électrogènes et ces panneaux ici, nous avons commencé à se voir, à se demander. Nous remercions le président de la transition et toute son équipe. Et si cette dernière phrase était un refrain, on ne s'en lassera guère. Pour la énième fois, nous remercions le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à travers ses œuvres sociales. Nous remercions toute l'équipe des œuvres sociales pour ce que nous venons d'acquérir et qui va vraiment soulager non seulement les populations, donc on lui dit merci au nom de toute la population, les usagers, mais aussi le personnel qui sera dans de meilleures conditions de travail et leur demander d'être encore plus assidus au travail, plus accueillants pour le bonheur de nos populations. C'est une alternative crédible pour le manque de courant. Il a bien compris et c'est ce message qu'il ne cesse de passer, surtout à mon département, de tout faire pour obtenir, n'est-ce pas, un mix énergétique. Et cela participe de cette politique. Une politique qui continuera à créer un ouf de soulagement dans le pays. Poursuivons avec le conseiller spécial du président de la transition, Agibou Dambélé. Dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, a procédé à l'inauguration des 130e et 131e forages à Niamana et dans le quartier de Ouadougou, situé dans la commune de Kati. Le point avec Maïmouna Guindo et Abdoulaye Diar. Fini les longues distances et place désormais à l'apprentissage. Administration scolaire et élèves se retrouvent autour des premiers jets d'eau potable. C'est le geste du président Goïta qui prend forme ici à l'école publique de Niamana. Ce 430e forage donne aux élèves de cette école espoir et confiance en l'avenir. Ce forage va améliorer notre condition de vie éducative. Monsieur le conseiller spécial, nous, élèves de l'école publique de Niamana, associés à nos éminents, enseignantes et enseignants, nous lui disions merci pour cette donation tant attendue. Si à l'école publique de Niamana, l'eau était rare, ici à Ouadougou, dans la commune de Kambila, l'eau de boisson était en luxe. Le 431e forage du président Goïta a provoqué une vague d'émotions et envahi les populations de Ouadougou. Notre principale préoccupation ici, c'est d'avoir accès à l'eau. Dans notre réalité, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un forage personnel et creuser un puits est impossible. C'est pourquoi l'arrivée de ce forage collectif change tout. L'accès à l'eau potable est un problème sur toute l'étendue du territoire. Le président de la transition, à travers les œuvres sociales, veut apporter sa contribution, son patriotisme aux populations maliennes en général et aux plus démunis en particulier. Surtout dans les écoles où les enfants étudient. Pour lui, c'est eux les bâtisseurs de demain. S'ils ont l'eau et s'ils ont le minimum de confort possible, ils pourront enclencher le développement du monde. Symbolique et concret, ce geste traduit la volonté du président Goïta de répondre aux besoins essentiels des Maliens. Puisque l'eau est source de vie, ces forages deviennent ainsi le lien qui unit les Maliens.
Et vous l'aurez compris, le quartier Ouadougou, c'est dans la commune de Kambila. Les Maliens informés sur la décision de dissolution des partis politiques et associations à caractère politique, c'est sur l'ensemble du territoire national. Nous commençons par cette session d'information de la jeunesse de Bamako avec le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le point, c'est avec Abdul Karim Kaba. La dissolution des partis politiques, organisations et mouvements à caractère politique, une décision très commentée par les uns et les autres. Le gouvernement, dans une démarche pédagogique, rencontre l'ensemble des couches socio-professionnelles pour expliquer les bien fondés de la décision. C'est donc à cet exercice que se sont prêtés le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et de soutien au processus électoral, et son collègue en charge de la jeunesse devant les jeunes. Sans filtre, les jeunes ont posé des questions pour une bonne compréhension. Qu'est-ce qui justifie la dissolution? Quelles seront les conditions de création des partis politiques? Les partis politiques, c'est comme les associations, c'est comme les syndicats, c'est comme les autres organisations sociales. C'est-à-dire que ce sont des libertés qui sont exprimées par la Constitution et qui renvoient à une loi pour les organiser. Et chacun a sa sphère d'intervention. Pour les partis politiques, on dit ils concourent à l'expression du suffrage. C'est ça. Concourir à l'expression du suffrage, ce n'est pas une fonction de représentation du peuple. C'est simplement contribuer comme les autres. D'ailleurs, vous avez vu les partis politiques derrière un candidat indépendant qui a gagné. Concourir à l'expression du suffrage, ce n'est pas l'exclusivité. Ça ne veut pas vous donner le monopole de l'exercice du pouvoir. Et d'ailleurs, la même Constitution dit qu'aucune fraction du peuple ni aucun individu ne doit s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Sur la question, la dissolution est-elle une menace pour la démocratie? Le ministre délégué Mamani Nansiré est on ne peut plus clair. La source de tout pouvoir réside dans la Constitution. Ça ne veut pas dire du tout que si on dissout les partis politiques, il n'y a plus de démocratie. Non, la démocratie, ce n'est pas seulement les partis politiques, ce n'est pas seulement les élections. La démocratie, c'est également les autres pans de la société. Les organisations de la société civile dans la nouvelle constitution, à l'article 40, ont une mission de veille citoyenne dans le cadre de la démocratie participative. Là, la démocratie même est évoquée. Cette session d'information, c'est pour mieux éclairer la lanterne des jeunes afin qu'ils puissent être des relais auprès de la population. Il était important à ce niveau d'avoir une session d'information pour la jeunesse, nos leaders jeunes, afin qu'ils soient imprégnés, qu'ils aient les bonnes informations pour pouvoir les véhiculer à leur niveau, au niveau de leur base. C'était un exercice pour nous très utile, très important, dans la mesure où, ça nous permet d'avoir les bonnes informations, les informations à la source, qui vont permettre aux jeunes de pouvoir mieux comprendre tout ce processus-là. Nous comptons quand même relier ces informations au niveau de nos différentes bases, que ce soit au niveau régional et au niveau de la diaspora. Et nous nous sentons aujourd'hui très édifiés par rapport à les informations qui viennent d'être données par le ministre en charge des réformes. C'est pour dire et rassurer les plus hautes autorités l'engagement et le soutien du Conseil national de la jeunesse dans la réussite de cette mission. Cette décision fait partie du processus de réforme pour la refondation du Mali. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, Mamani Nansiré, a conclu que le processus continue et tout le monde est concerné par la refondation du pays. Cela afin de bâtir un Mali nouveau. Oui, tout le monde est concerné. Même exercice au ministère de la Santé et du Développement social. Organisé ce jeudi, la réunion a pour but de mettre les chefs de services nationaux et régionaux au même niveau d'information sur cette décision. On fait le point avec Koumba Sissi. La nouvelle du décret portant la dissolution des partis politiques est tombée au Mali le 13 mai 2025. Après cette décision gouvernementale, la ministre en charge de la Santé a réuni les chefs des services nationaux et régionaux reliant de son département pour mettre tout le monde au même niveau d'information. Ces derniers, à leur tour, devront servir de relais auprès de leurs collègues. Il est prescrit notamment l'interdiction de toute réunion des membres des partis politiques et des organisations à caractère politique dissous. L'interdiction
à toute personne de favoriser la réunion d'un membre d'un parti politique dissous, notamment en consentant l'usage d'un local dont elle dispose ou la mise à disposition de tout autre moyen à but politique. L'interdiction de toute activité comme fondateur, président, directeur ou administrateur des organisations dissoutes. D'une manière générale, l'interdiction de toute activité politique et ou à caractère politique de la part des organisations dissoutes. Toutefois, les personnes en exercice dans les institutions politiques et administratives et de l'État en vertu d'une désignation des partis politiques ou d'organisations à caractère politique peuvent poursuivre leur mission sans pouvoir se réclamer de leur qualité de représentant de partis politiques ou d'organisations à caractère politique. Colonel Assaba Diallo Touré est revenu sur quelques avantages concernant cette abrogation des partis politiques. Il est important de noter que la mesure de dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique ne porte atteinte ni à la démocratie ni au multipartisme consacré par la Constitution, tant et si bien que la mesure n'institue ni le parti unique ni ne modifie une disposition de la Constitution ayant trait à la démocratie. En revanche, la loi portant abrogation de la loi du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, portant statut de l'opposition politique et annonçant dans son article 2 une loi de substitution à la charte des partis politiques laisse les mains libres au gouvernement pour élaborer une nouvelle loi déterminant les conditions de formation et d'exercice des activités des partis politiques, prenant en compte les recommandations des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur. C'est par vidéoconférence que les chefs de services régionaux ont suivi avec attention cette réunion d'information sur la dissolution des partis politiques. Les forces vives de Mopti saluent la dissolution et l'abrogation de la charte des partis politiques. Elles l'ont fait savoir au cours de leur rencontre avec les autorités administratives régionales. Retrouvons Boubacar Sankaré et Suleiman Tepsougué. Les autorités administratives régionales et les forces vives de Mopti se rencontrent pour échanger sur les décrets pris par les plus hautes autorités du pays de dissoudre les partis politiques et d'abroger la charte qui les régissait. La rencontre du gouvernement et de la légitimité traditionnelle de Mopti est une plateforme très interactive en vigueur dans la région ici qu'on active à chaque fois que besoin est. Le cadre d'aujourd'hui consistait à leur expliciter les dispositions qui ont été prises dans le cadre de la vision des plus hautes autorités de la transition concernant les grandes réformes en cours. Les légitimités traditionnelles et les membres des organisations de la société civile présentes à la rencontre ont tous salué les mesures prises. Vous savez, les chefs de village, c'est l'État. Nous, on ne va pas laisser l'État faillir. Donc on les accompagne, on les encourage à la campagne du moment. Pour la dissolution de ces partis, on dit que c'est le président qui s'est décidé. Cela n'est pas réel. C'est une décision de Kaï à Taoudeni que les Maliens ont décidé de dissoudre ces partis pour que l'État puisse se ressaisir et que les partis soient refondés à leur gré et dans une bonne manière et que le peuple avance avec les partis politiques. Les autorités administratives ont ensuite expliqué que les mesures ne portent pas atteinte à la démocratie et au multipartisme. Toutefois, toute activité, réunion ou manifestation liée aux partis dissous est interdite sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur. À retrouver dans nos prochaines éditions ces réunions d'information dans les autres capitales régionales. Remise de la médaille d'honneur de l'administration du territoire dans la région de Taoudeni et de Bougouni. Une cérémonie tenue au gouvernorat en présence des autorités administratives, politiques et coutumières ainsi que de ORTM Taoudeni conduit par Fousseini Samake Yakouba Kone et ORTM Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Barayoko. Reportage. Au total, ils sont 6 récipiendaires dans la région de Bougouni qui se sont distingués par la qualité de leur travail. Ils ont reçu la médaille d'honneur de l'administration du territoire des mains du gouverneur de la région de Bougouni, le général de brigade Ousmane Wele. Les récipiendaires se réjouissent de cette reconnaissance. Nous voyons dans cette distinction non pas un aboutissement, mais un encouragement à poursuivre avec la même exigence notre engagement au service de notre administration moderne, innovante et humaine. Nous disons à nos autres collègues, collaborateurs, représentants de l'État, autorités communales, légitimité traditionnelle et agents de l'administration qui n'ont pas encore été honorés, qui n'ont pas démérité, de ne pas baisser les bras et de garder la patience. La réussite est au bout de l'effort. Cette médaille est décernée au personnel des services du ministère en charge de l'administration du territoire,
les chefs et agents des circonscriptions administratives, les élus et agents des collectivités territoriales, les autorités et légitimités traditionnelles, les associations et fondations et toute autre personne ayant rendu des services exceptionnels à l'administration du territoire. Votre engagement quotidien dans le travail et votre immense contribution aux résultats spectaculaires que la région de Bougouni ne cesse d'engager pour son développement socio-économique. Je suis certain que nous serons gratifiés de plusieurs distinctions honorifiques dans les mois et années à venir. Auparavant, une minute de silence avait été observée à la mémoire de Yaya Kone, chef de village de Kolanyaba, récipiendaire à titre posthume. Il est décédé en août 2024. Dans la région de Taoudéni, ils sont 5 personnes ayant reçu leur médaille d'honneur de l'administration du territoire. Ces distinctions honorifiques sont instituées par les autorités nationales pour reconnaître les dévouements et les sacrifices des acteurs locaux. Parmi ces récipiendaires, il y a 4 agents de l'administration territoriale et 1 des collectivités. Ça représente beaucoup pour nous. Ça nous fait beaucoup plaisir, de fierté de notre autorité penser à nous, à Taoudéni. On peut que remercier vraiment suffisamment et remercier notre gouverneur, toutes les autorités de la région de fournir des efforts pour qu'ils puissent aussi voir des mêmes choses que nous on a eues. Et au gouverneur de Taoudéni de rappeler que ces médailles constituent des motifs d'encouragement pour mieux servir les communautés et inciter les autres à redoubler d'efforts pour mériter cet honneur. Tous les responsables de la région de Taoudéni, je remercie chacun parmi vous pour chaque acte que vous êtes en train de poser chaque jour pour la stabilité de notre pays. Ceux qui ont eu ces médailles aujourd'hui, moi je les connais depuis longtemps et je sais que c'est des gens sérieux dans leur engagement, ils sont honnêtes pour qu'on puisse être vis-à-vis de notre pays. Parmi ces récipiendaires de Taoudéni, on note un préfet qui a fait valoir ses droits à la retraite et le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur arraché à l'affection de sa famille en fin 2024. Retour à Bamako, la Banque de développement du Mali BDM-SA poursuit l'extension de son réseau. Après Niamana, c'est Sénou qui a désormais sa nouvelle agence. Elle a été inaugurée ce jeudi en présence de Ba Traoré pour le RTM. La BDM-SA, Banque de développement du Mali, s'implante à Sénou via l'ouverture de cette nouvelle agence. L'établissement, doté de toutes les commodités requises, comprend une salle d'attente pour la clientèle, 4 caisses, un bureau pour le chef d'agence. Le choix de Sénou pour l'extension du réseau de la BDM-SA est à la fois géographique et stratégique au regard de la croissance dynamique et prometteuse de cette localité. Notre ambition est claire, offrir à Sénou un accès à proximité à des services financiers fiables et modernes. Cette agence est conçue pour accompagner les initiatives locales à travers le financement des activités génératrices de revenus, l'appui aux PME et aux jeunes entrepreneurs, le soutien aux transporteurs, l'accompagnement des femmes courageuses qui œuvrent dans la production et la transformation agricole, notamment les fruits et légumes et oléagineux comme la karité. À Sénou, les habitants saluent cette opportunité qui ouvre des lendemains meilleurs pour l'essor économique et le développement de la ville. À cause même du déplacement, d'aller jusqu'en ville, souvent certains on peut avoir besoin de l'argent très vite quoi. Mais si l'agence est très proche, moi je crois que ça facilite même la tâche quoi. Tant d'années on avait sollicité le département bancaire, le département financier a été à Sénou. Dieu merci et BDM a répondu à notre appel. La population de Sénou ainsi que les entourages ne peut que remercier la BDM-SA d'avoir honoré la population de Sénou. Vraiment nous sommes très très contents de cela. La direction générale de la BDM-SA ne perd pas de temps. Une équipe dynamique est déjà mise en place pour assurer les prestations dans le respect strict des règles d'éthique et de déontologie comme l'exige l'institution financière. Et nous retournons à Faléa ce soir encore pour parler de ce heureux dénouement en souffrance depuis des ans pour manque de matériel sanitaire. Le CESCOM de Dar Salam dans la commune de Faléa, cercle de Kenyeba est désormais opérationnel grâce à la détermination des acteurs engagés pour le développement de Faléa. Le centre de santé a été équipé. Un véritable ouf de soulagement pour la population, nous disent nos envoyés spéciaux Bokari Koulibaly et Siriki Koulibaly. Derrière ces collines de Faléa se cache un village appelé Dar Salam.
Depuis des années, les habitants vivent les calvaires à cause du manque de structures de santé. Beaucoup de personnes ont perdu la vie par manque de route pour rallier les centres de santé de Kenyeba, situés à plus d'une centaine de kilomètres de la localité. Aujourd'hui, ce triste épisode se conjugue au passé grâce à une synergie d'action entre l'association des acteurs engagés pour le développement des Faléa et Medicus Mondi. C'est donc un vent de l'espoir qui souffle sur le village au grand bonheur de la population. Les femmes qui payaient le lourd tribut n'en demandaient pas mieux. Mobilité, mototé, antu sekene non kojugo, kulubanka, sirate, antu sekene non kojugo. Biuko de alhamdulillah. Ay docteur Soroso Soraya, adiaranya bunyanama. En contenant non. Le matériel que nous venons de recevoir, c'est un équipement complet pour un CESCOM. Donc l'équipement du dispensaire et l'équipement de la maternité au complet, avec tous les accessoires possibles pour que le CESCOM puisse fonctionner à plein temps. Désormais opérationnel, l'autorité communale a invité les populations à faire de cet hôpital le leur. Dans cette zone, il y a 11 villages pulls. Là où c'est comme aussi se trouve là, c'est environ à 35 ou 36 km de la ville de Faléa. Et c'est plus proche de la frontière avec la Guinée. Maintenant, l'ensemble de la population qui s'y trouve ici là, doit vous y soigner ici. Donc maintenant, je vais lancer un appel solennel à l'ensemble de la population de cette zone de venir se soigner. Les acteurs engagés pour le développement de Faléa n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Outre l'équipement du CESCOM, l'association entend clôturer, électrifier et fournir en médicaments le centre de santé. Toute chose qui rapprochera davantage la santé à la population de Dar Salam. Vous voyez beaucoup de bonheur dans ce journal. La tradition à respecter, c'est là à la faveur du mariage collectif de la ville de Banamba. Au total, l'union de 150 couples scellés à la mairie ce 14 mai 2025. L'ensemble des mariés ont pris l'engagement solennel de s'unir pour le meilleur et pour le pire et de se soutenir mutuellement dans la joie comme dans la douleur. Les premiers couples sont arrivés à la mairie aux environs de 7 heures, une manière pour les futurs mariés de témoigner l'importance qu'ils accordent à ce jour spécial de leur vie. Pour l'occasion, l'engouement était au rendez-vous, nous fait savoir Adama Traoré. Les premiers rayons du soleil caressent la ville, les habitants de Banamba s'activent à la tâche. Ce matin du mercredi, jour du mariage collectif, l'effervescence était au rendez-vous. Pour cette édition 2025, 150 couples étaient rassemblés pour sceller leur union devant Dieu et les hommes. Prenant place dans la salle, la cérémonie a été officiée par Madame le maire avec quelques rappels du code du mariage. Article 7. La femme ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Les mêmes dispositions sont applicables à l'homme qui a opté le mariage monogamique. Avec enthousiasme, l'ensemble des mariés ont pris en toute liberté et responsabilité l'engagement solennel de s'unir et de se chérir. L'objectif recherché par nos ancêtres, c'est de favoriser l'unité, l'entente et l'entraide entre les différentes composantes de la communauté, qu'elles célèbrent ensemble sans aucune distinction basée sur les valeurs matérielles. Une telle mobilisation ne peut porter fruit sans un accompagnement exceptionnel. Cela fait 16 ans que dans notre politique sociale, notre entreprise accompagne la mairie de Banaba pour la réussite de ce grand événement culturel qui célèbre la fête de l'union de plusieurs couples. Les autorités locales certes soutiennent l'initiative, mais elles tiennent à souligner quelques préoccupations. Le constat est que de plus en plus, il y a certaines parties qui se passent à Bamako, alors qu'il s'agit du mariage collectif de Banamba. Donc à ce titre, c'est Banamba d'abord qui prime. Donc c'est pour lancer encore l'appel à tous nos administrés, tous nos ressortissants qui sont à Bamako ou ailleurs, en tout cas de continuer à fédérer les efforts pour faire en tout cas de ce mariage tel qu'il était d'antan. Nous sommes heureux et nous formulons des bénédictions. Cette initiative vise à mettre le social au cœur des préoccupations afin de favoriser l'épanouissement sur le plan communautaire. Merci Adama.
La charte pour la paix et la réconciliation, bientôt remise au président de la transition. Le document dont il est question sera un document de référence pour toutes les initiatives, actions et activités concourant à la sécurité, à la paix, à la réconciliation et au vivre ensemble. À la commission en charge de la rédaction de la charte, les travaux sont presque bouclés et l'on s'active en vue de la remise dans les prochains jours du document à son commanditaire. À quoi ressemble le document en question? Qui contient-il? La réponse de Zeyni Moulay. Il est le président de la sous-commission Réconciliation nationale, cohésion sociale et vivre ensemble. Il répond aux questions de Yaya Konaté. C'est un extrait de l'invité de la semaine. Il ressemble à un document, disons, de politique générale, disons, dans lequel il y a d'abord une vision, il y a, disons, des principes, il y a, disons, des objectifs, et puis un certain nombre de thématiques, comme je vous l'ai dit. Toutes nos excuses, un petit problème technique. À retrouver en tout cas l'invité de la semaine après les informations météorologiques. Monsieur Zeyni Moulay, le président de la sous-commission Réconciliation nationale, cohésion sociale et vivre ensemble, est l'invité de Yaya Konaté. Avant de fermer ce journal, je vous propose de la lecture avec cette sortie de livre à retrouver désormais dans vos librairies, Le mystère de l'origine égyptienne du peuple Dogon. L'ouvrage est de Dr Ali Tembine. Il retrace l'histoire de la présence du peuple Dogon depuis les empires pharaoniques. Il met aussi en lumière les similitudes cosmogoniques et cosmologiques entre les anciens Égyptiens et les Dogons. Voilà. À retrouver donc dans les librairies. Je vous souhaite une bonne suite des programmes en notre compagnie. Merci à nos téléspectateurs de Ouagadougou dans la commune de Kambila ainsi qu'au village de Dar Salam dans le cercle de Kenyeba. Bonsoir à tous.